Ice Saute, c'est amusant, exaltant, joyeux. Viens faire un saut et déballe une journée d'anniversaire à couper le souffle. Ice Saute, bien plus qu'un simple parc de trampoline. Nous sommes le mercredi 14 mai. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être des nôtres ce matin encore une fois. On va revenir ensemble avec mon collègue Jean-Philippe Robillard sur, la nomination du nouveau Conseil des ministres, assermentation du nouveau gouvernement Carney hier à Rideau Hall. Et on vous fera entendre également les réactions. Il y a pas mal de changements, des nouveaux venus dont on devra apprendre les noms dans certains cas. Et puis sinon, des gens qu'on devra associer à d'autres portefeuilles, à d'autres ministères. Donc Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard. C'est beaucoup ce qui a marqué la journée, ce qui a retenu l'attention hier, évidemment, ce nouveau Conseil des ministres à Ottawa. N'empêche, il y a un élément qui est ressorti de l'enquête de la commission Galland. C'est cette commission d'enquête sur le fiasco Saclic au Québec. Vous savez qu'il y a eu des dépassements de coûts importants de 500 millions de dollars dans ce projet-là. Eh bien, il y a le président ou l'ancien président du conseil d'administration de la SAAQ qui a livré un témoignage qui, si vous l'avez manqué, va peut-être vous faire réagir, va peut-être faire parler et continue de faire couler de l'encre aujourd'hui. Il a parlé essentiellement des dépassements de coûts comme quelque chose qui était, sans dire que c'était inévitable, que c'était peut-être pas non plus la fin du monde, que ça coûte 100 ou 200 millions de dollars de plus. Il s'agit donc du témoignage de l'ancien président du CA, Guy Morneau, qui a défendu le travail des gestionnaires de la SAAQ. Et mon collègue Alexandre Lepoutre, qui est avec nous ce matin, va venir nous résumer ça, parce qu'effectivement, hier, c'est passé un peu inaperçu. Maintenant, prévision de la météo. Tout de suite, Véronique Mérin est à mes côtés. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. On a eu une magnifique journée dans plusieurs régions du Québec. Il y a même eu un 30 degrés qui a été enregistré au Québec. Exact. Ah oui? Waskaganish. Oh. Vraiment. Dans le nord. Donc, oui, dans le nord du Québec, mais c'est en raison on appelle ça l'effet de Foehn. Donc, dans ces localités-là, quand l'air est poussé par le vent, ça atteint le sommet d'une montagne, ça devient saturé, ça se transforme en nuage. Et ce passage à l'état liquide-là, ça fait un petit peu plus de chaleur. Donc, l'air chaud redescend. Et c'est un effet qui est présent particulièrement là, dans les régions du bouclier canadien. On voit ça souvent et c'est ce phénomène-là qui a contribué à faire de Waskaganish la grande gagnante de la course au premier 30 degrés. Donc, c'est fait du côté du Québec, 30,8 hier, région de Waskaganish. Sinon, 26 à Montréal quand même, c'est la température la plus élevée jusqu'à maintenant pour cette saison. On y va avec une autre belle journée aujourd'hui et on ajoute un facteur que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, l'humidex. Ah oui. Qui fait un petit retour, là, un humidex de 30 et un peu plus. Là, on n'en a pas parlé depuis le mois de septembre. Alors, une journée encore à saveur d'été. Beau temps ce matin, ciel un peu plus variable cet après-midi, 26, 28 degrés au thermomètre. Température la nuit prochaine, c'est du 14 à 17, une dizaine de degrés à Québec. Et demain, ça va être plus nuageux. Nuageux, éclairci, variable vers Québec avec des températures de 25, 27 encore une fois. Faible probabilité d'averse demain après-midi. On parlera de 40 %. C'est de l'instabilité, possibilité d'un orage. Sinon, ça va principalement à vendredi avec un ciel variable. Averse, orage, 60 % la probabilité en après-midi. Encore des températures de 26 à 28. Ça redescend à Québec, plus près de 18. Et en fin de semaine, samedi avant-midi, c'est une belle fenêtre. Samedi après-midi, les averses reviennent. Dimanche, c'est un peu gris, ça traîne un peu. Et la fraîcheur, c'est dimanche surtout. On sera autour de 17 dimanche, lundi, dégagement, la quinzaine de degrés. Donc, notre chaleur estivale là, pour la semaine prochaine va nous quitter au profit de températures un peu plus saisonnières. D'ici là, on atteindra 27 encore en Abitibi. Petit risque d'averse cet après-midi, 40 %. Beau et chaud au Saguenay, un maximum de 29, 22 vers le Bas-Saint-Laurent sous le soleil. Ça se dégagera en Gaspésie, il fera 19 et 12 sur la Côte-Nord sous un ciel variable. En territoire ontarien, c'est variable sur la portion nord. Sinon, c'est assez nuageux dans l'ensemble. Toronto, 18 degrés. Là, on a un système qui fait du surplace. 23 à Windsor. On atteindra 27 à Ottawa, mais les nuages sont un peu plus présents. Dans l'ouest, ça se dégagera à Vancouver autour de 16. Ça reste assez nuageux pour Edmonton et Calgary.
Averses et orages possibles en après-midi, 17-19 degrés. 17 à Regina, on redescend vers des températures plus saisonnières, mais là, c'est la qualité de l'air qui est en jeu en raison de la fumée des feux de forêt. Et à Winnipeg, la chaleur redescend tranquillement. On quitte la barre des 30 aujourd'hui. Il fera 28. Il y a de la fumée, donc qualité de l'air encore qui laisse à désirer de ce côté. 28 aujourd'hui, 26 demain et l'air plus frais arrivera sur le sud du Manitoba vendredi. Waskaganish, c'est au nord de Rouyn-Noranda, tout juste dans le bas de la baie d'Outson, là, presque à la même hauteur que East Main. Donc, c'est haut pour avoir un 30 degrés. Là, c'est assez exceptionnel. Québec, vraiment là, dans le nord, effectivement. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Shot outside. Phillips is in. She scores! Manny McMahon charges up Ottawa. Oui, alors, vous l'avez peut-être compris avec cet extrait, c'est la Charge d'Ottawa qui a remporté le match hier contre la Victoire de Montréal. Un seul but a été nécessaire à la formation d'Ottawa. En troisième période, ce but, effectivement, de la Charge d'Ottawa, Manny McMahon qui a marqué le seul but du match. Victoire, une courte victoire, mais victoire de 1-0 de la Charge d'Ottawa qui disputait un tout premier match. En fait, Ottawa accueillait un tout premier match des séries éliminatoires de la LPHF hier avec cette troisième rencontre entre les deux équipes. Et c'était à égalité 1-1 avant le match. Un match très serré, un match très disputé. Et dans ce blanchissage, il faut parler du travail de la gardienne de but d'Ottawa, Gwyneth Phillips. On avait parlé de l'absence d'Emrance Mashmeyer, qui était une des meilleures gardiennes de la LPHF. On se demandait si la Charge d'Ottawa n'était pas dans le beau drap là, avec cette absence prolongée pour Mashmeyer. Il semble que non. Gwyneth Phillips, depuis le début des séries, c'est la meilleure gardienne avec un pourcentage d'arrêt qui est assez impressionnant de 957. Écoutez, elle a eu 115 tirs. Elle a fait face à 115 tirs. Elle n'a cédé que 5 fois en 3 matchs face à la Victoire de Montréal. On sent d'ailleurs que ça commence peut-être à jouer dans la tête des attaquantes et des joueuses de la Victoire de Montréal. En conférence de presse d'après-match, Erin Ambrose, la défenseuse de la Victoire de Montréal, parlait de ses buts, en anglais, elle disait les dirty goals, les buts difficiles à aller chercher. Là. Ça n'a pas toujours besoin d'être beau, d'être construit parfaitement. On doit simplement aller se salir le nez là, dans le trafic, devant le filet pour essayer d'en marquer des buts. Et elle disait que la Victoire devra le faire davantage si elle souhaite remporter le match numéro 4 et forcer un match ultime qui aurait lieu à la Place Belle, donc à Montréal, pour ce match ultime, ce 5e match. Donc, vous pouvez écouter aussi la capitaine de l'équipe montréalaise, Marie-Philippe Poulin, qui continue à croire aux chances de son équipe, mais il faudra mettre les bottes de travail. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Je pense qu'à la fin de la journée, les filles sont prêtes. Puis, il n'y a pas de, comme j'ai dit, de mots ou de choses que je vais dire que ça va changer. Je pense qu'à la fin de la journée, c'est de venir vendredi prête. Puis, on sait que c'est un match très important. Si on perd, c'est fini. Si on gagne, ça continue. Puis on veut retourner à la maison, on est conscient de ça. Alors, pour nous, ça va juste aller au travail. C'est l'équipe qui va la vouloir le plus vendredi. Et il y aura match ultime aussi, ou en fait match numéro 4, mais avec Toronto dans les câbles face aux Frost de Minnesota. Match ce soir à 19h et c'est le Frost du Minnesota qui mène la série 2-1. Donc pourrait éliminer les Sceptres de Toronto qui étaient pourtant mieux classés que Minnesota au classement à l'issue de la saison. Les Jets de Winnipeg ont perdu hier, n'ont pas fait le poids face aux Stars de Dallas et tirent maintenant de l'arrière 3-1 dans la série. Oui, exactement. On avait beaucoup parlé de Mikko Rantanen et de son talent offensif et son flair offensif depuis le début des séries éliminatoires. Ben, hier, c'est son coéquipier Mikael Granlund qui l'a imité. Il a réalisé un tour du chapeau dans une victoire de 3-1 des Stars qui mènent cette série maintenant 3-1 face aux Jets de Winnipeg. Donc, une situation difficile pour Winnipeg avec un gardien de but qui, malheureusement, ne les sauve pas tant que ça dans cette série. Et contrairement à Jake Oettinger hier, qui a été vraiment très, très bon. Donc, les Stars qui accentuent la pression sur les Jets de Winnipeg. Et puis un mot, Olivier, en terminant sur la finale de l'Est dans la NBA au basketball. Oui, ben, on sait déjà, on connaît déjà une équipe qui est qualifiée pour cette série dans l'Est. Ce sont les Pacers de l'Indiana, équipe du Montréalais Bénédicte Mathurin, qui a remporté le match numéro 5 hier contre toute attente face aux Cavaliers de Cleveland, deuxième équipe dans la NBA qui ont été surpris par les Pacers. Une victoire hier de 114-105 pour terminer cette série en 5 matchs. Et ils attendront donc l'identité de leur adversaire. Ce sera l'équipe gagnante entre les Knicks de New York qui mènent la série 3-1 face aux Celtics de Boston. Les Celtics qui sont privés de leur meneur de jeu, Jason Tatum, donc rupture du tendon d'Achille, sera donc à l'écart au moins, on dit peut-être pour un an. Là. Donc un gros joueur qui manquera pour ce prochain match des Celtics. Merci Olivier. Un plaisir. Bonne journée.
Oui, je le disais, le nouveau cabinet Carney a pris beaucoup de place hier, de sorte qu'il y a d'autres nouvelles qui sont passées un peu sous le radar. Mais la commission d'enquête sur le fiasco SACLIC reprenait ses travaux et il y a quelques témoins qui ont été entendus, notamment, je vous le disais au début de l'émission, l'ancien président du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec. Un témoignage qui en a fait réagir plus d'un. Alexandre Lepoutre est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Mathieu. Parce qu'il semble en tout cas minimiser la gravité de la situation. On dit qu'il ne faut pas trop s'en faire non plus avec les importants dépassements de coûts. Exactement. Il s'agit de Guy Morneau, président du conseil d'administration de la SAC entre 2013 et 2016. C'est l'un des premiers témoins à être entendu dans cette deuxième phase de la commission Galland. Et lui, en fait, il défend bec et ongle le travail des gestionnaires qui ont élaboré le projet de transformation numérique. Il dit aussi que le travail en amont a été fait dans les règles de l'art et que ça a dérapé après son départ, mais que quand lui était président du conseil d'administration, tout était bien parti, sur la track, comme il dit. Et ensuite, il semble relativiser la gravité des dépassements de coûts de la plateforme SACLIC. C'est ça qui est au cœur de cette commission Galland. Je vous propose de l'écouter. Comment ça coûterait 50, 100, 200 millions de plus? Pas sûr qu'il va empêcher la Terre de tourner. 200, 300 millions sur le coup, ça choque. C'est des mauvais gestionnaires. Moi, mettons en équilibre qu'un dépassement de 300 millions avec un système qui va durer 10, 15, 20 ans. Si c'était évitable, il faut l'éviter. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'évite pas. Mais si c'était inévitable, il faut vivre avec. On vient d'entendre aussi, mais M. Morneau souhaite quand même que la lumière soit faite sur les événements. Il demande au commissaire de clarifier évidemment la situation. Et il se dit aussi déçu de la tournure des choses. Il est déçu que les Québécois finalement aient un mauvais regard sur les gestionnaires de la SAC et l'image que ça a aujourd'hui. Et son témoignage devrait reprendre ce matin. C'est intéressant de le suivre ce matin. Alexandre, autre témoignage qui semble dire que des problèmes d'attribution de contrats aussi ne datent pas d'hier. Oui, cette fois, une experte en informatique qui a présenté dans le passé une série de rapports au vérificateur général du Québec. Et avec toute son expérience, Nathalie Giguère a insisté sur la redondance des problèmes soulevés dans l'octroi de contrats, mais aussi des problèmes récurrents dans la gestion de projets de virage numérique. Des projets mal conçus, mal préparés, mal exécutés, et ce dans de nombreux organismes et ministères. Résultat, on a des dépassements de coûts, comme à la SAC, des projets qui s'éternisent et d'autres qui sont tout simplement abandonnés en cours de route. Alors tout ça pour dire, selon elle, que finalement le fiasco de la SAC n'est pas un cas isolé, mais qu'il y a vraiment un problème structurel au Québec dans les projets informatiques, quand il s'agit des projets gouvernementaux. Et puis l'une de ses recommandations à Mme Giguère, c'est de réduire les risques en ayant moins recours à la sous-traitance, parce qu'elle considère que le Québec aujourd'hui est un champion de la sous-traitance dans les technologies de l'information, les TI. Je vous propose de l'écouter. La proportion des dépenses en matière de TI pour les ressources externes a plus que doublé depuis 1996. On est rendu à 55 % du budget. Puis, comme je vous disais, la moyenne ailleurs, quand on se compare, c'était entre 17 et 35 %. Oui, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de dépassements de coûts, entre autres, et des problèmes importants dans des déploiements informatiques, entre autres dans le domaine de la santé. Évidemment, là, ce qui nous occupe, SACLIC aussi. Les prochaines étapes de la commission, vous le disiez, c'est la phase 2. Donc là, l'équipe est à Québec, si je ne me trompe pas. La suite, c'est quoi? Alors déjà, on aura ce matin encore l'ancien président, M. Morneau. On aura cette semaine d'autres membres qui ont siégé au conseil d'administration qui seront entendus. Ensuite, les ministres, s'ils sont appelés à témoigner, le seront qu'au mois de juin, en fait, après la fin de la session parlementaire. Et ensuite, ça va durer l'été, en fait, jusqu'au mois de septembre, parce que le commissaire devra rendre son rapport au plus tard le 30 septembre au gouvernement. Et évidemment, le but de cette commission, c'est de revenir sur plus de 15 ans en arrière pour vraiment faire toute la lumière sur le scandale SACLIC, pour comprendre comment on en a pu arriver à de tels dépassements de coûts de plus de 500 millions de dollars. Et donc, il y a la volonté du commissaire de faire vraiment un récit chronologique pour remonter à la jeunesse du dossier jusqu'à la livraison et jusqu'au fiasco qu'on a connu aujourd'hui. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Mathieu. Bonne journée. On va aller à Ottawa pour la revue de presse avec ma collègue Marie-Jeanne Dubreuil. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. Alors, on va revenir sur les réactions du cabinet Carney. Jean-Philippe Robillard va nous faire entendre quelques extraits. Mais ce matin, qu'est-ce qu'on en dit dans les quotidiens? Qu'est-ce qu'on en dit dans la presse? Bien, la presse ne semble pas s'entendre sur ce nouveau cabinet, je vous dirais, Mathieu. Est-ce que c'est un vent de changement? Mark Carney s'est-il entouré de 109, comme l'affirment les coops de l'information? Ou est-ce que, comme l'écrit Tasha Carradine dans le National Post, il s'agit plutôt du nouveau cabinet Trudeau? Selon Le Devoir, c'est un entre-deux, entre la stabilité et le changement, ou comme dit Guillaume Saint-Pierre dans le Journal de Montréal, du changement dans la continuité.
de nouveaux visages, mais un noyau semblable. Donc, vraiment, on ne s'entend pas sur est-ce qu'il y a suffisamment de nouveaux ministres ou est-ce que ce noyau de vétérans est important justement pour s'attaquer à l'économie, les relations avec les États-Unis, sans surprise, qui semble être la priorité de ce nouveau cabinet selon le Globe and Mail. Certains, comme la Presse Plus, s'arrêtent sur le nombre de ministres, le fait que la cure minceur là, annoncée par Mark Carney ne l'est qu'en apparence seulement, parce qu'avec les 10 secrétaires d'État qui s'ajoutent aux 28 ministres, on est pas mal dans la moyenne. D'ailleurs, dans la presse, si vous voulez un portrait complet des ministres, vous avez carrément là, un article avec une photo du nouveau cabinet sur lequel vous pouvez cliquer sur le visage des ministres pour en apprendre davantage. Il y en a qui n'ont plus besoin de présentation, hein, comme Mélanie Joly, qui est rendue à l'industrie. Et Boris Proulx, dans Le Devoir, nous apprend que c'est elle qui a demandé d'être transférée dans ce ministère-là, de passer des affaires internationales, des affaires étrangères, oui, au ministère de l'Industrie. Et elle ne va pas manquer de travail, notamment avec Honda, là, qui va mettre sur pause ses investissements en matière de véhicules électriques au Canada. Donc, qui a gagné, qui a perdu dans ce cabinet, dans le gouvernement Carney? Bien, évidemment, les avis diffèrent. Chose certaine, la cause autochtone a peut-être gagné, je vous dirais, Mathieu, parce qu'il y a la première ministre autochtone pour le ministère des Affaires autochtones. C'est ce que nous dit Globe and Mail ce matin. Mandy Gold-Masti, qui est élue dans une des circonscriptions de l'Abitibi, là, est une des premières femmes élues dans un poste de ministre, nommée dans un poste aux affaires autochtones. Elle était aussi la première femme élue grande chef du Grand Conseil des Cris du Québec, donc elle est habituée de briser des plafonds de verre. Et elle aura des dossiers difficiles, elle aussi, là, à prendre en main, notamment les prises en charge d'enfants autochtones. Et dans les nominations qui sont peut-être moins unanimes, il y a celle de la ministre de l'Environnement, Julie Dabruzen, qui hérite la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. Donc, il n'y a pas juste les chroniqueurs et les éditorialistes qui ont des choses à dire sur le cabinet Carney. Dans les médias américains, c'est beaucoup le voyage de Donald Trump au Moyen-Orient qui retient l'attention. Oui, et tout de suite, on pense à cette levée des sanctions contre la Syrie qui a été annoncée un peu plus tôt ce matin, dans la nuit dernière. Le président américain a même rencontré le nouveau président de la Syrie, Ahmed al-Shara, en Arabie saoudite ce matin. Le New York Times écrit que c'est un revirement spectaculaire pour M. al-Shara, qui dirigeait autrefois une branche d'Al-Qaïda, avant de rompre avec le groupe djihadiste, de tenter de modérer son image également. On lit aussi que Donald Trump a tendu la main à l'Iran, mais que c'est pas nécessairement surprenant de la part du milliardaire américain qui a noué des relations étroites avec les dirigeants du Golfe pendant son premier mandat. Au menu aujourd'hui pour Donald Trump, rencontre au sommet avec les dirigeants de 6 pays arabes. Ça a lieu en ce moment, là, où ça vient de se terminer. Il prendra ensuite la route pour le Qatar et ensuite les Émirats arabes unis. Et puis, on en parlait avec Alexandre, suite de ces audiences de la commission Galland aussi qui retiennent l'attention. Oui, exact. C'est en une du Devoir. Il y a également des articles dans le Journal de Montréal, dans la Presse Plus et évidemment sur nos pages. Donc, je laisse les auditeurs retourner au segment d'Alexandre pour avoir plus de détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Journal de Montréal nous parle d'un autre coûteux casse-tête, comme ça clique, qui s'annonce pour le gouvernement du Québec cette fois. Dans le système de santé, c'est le projet de modernisation du système de paix du réseau de santé là, qui a dépassé des coûts. Là, on parle de 202 millions de dollars à 430 millions de dollars et ça pourrait même atteindre le milliard de dollars comme ça clique. Et ce qui est un peu alarmant dans tout ça, c'est que c'est le même sous-traitant. Là, on parle du fournisseur de services groupe LGS, qui est une branche d'IBM, le même qui s'est occupé de ça clique. Merci Marie-Jeanne. Bonne journée. Alors oui, Marie-Jeanne en parlait. Mark Carney qui a dévoilé sa nouvelle équipe ministérielle hier. 14 hommes, 14 femmes, des nouveaux visages, mais également des gens connus de l'ère Trudeau qui restent dans certains portefeuilles, clés. François-Philippe Champagne, Dominique Leblanc, Mélanie Joly qui a bougé, qui passe donc des affaires étrangères à l'industrie. 28 ministres, 10 secrétaires d'État. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors beaucoup de réactions dans différents milieux à la suite de ces nominations d'hier. Oui, avec ce nouveau conseil des ministres, donc le premier ministre Carney qui met vraiment le cap sur l'économie, sur les grands chantiers qu'il veut faire avancer, que ce soit le développement économique, la renégociation bien sûr de l'entente commerciale avec les États-Unis et aussi la transformation de l'État. Et dans le contexte d'incertitude qu'entraîne actuellement, on le sait, cette guerre commerciale avec les États-Unis et les effets qu'ont les tarifs américains sur l'économie canadienne, les attentes du milieu
milieu des affaires, bien évidemment, sont très grandes. Et pour la PDG de Manufacturier Exportateur du Québec, Julie White, ce qu'a dévoilé hier Mark Carney comme cabinet, Mathieu, ben, c'est un pas dans la bonne direction. On l'écoute. C'est un bon premier signal de M. Carney. On voit des ministres économiques forts. On voit cette orientation-là qui est particulièrement importante dans le contexte actuel d'incertitude économique. Maintenant, évidemment, on verra les résultats. Aussi des réactions politiques, notamment du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre. Oui, Pierre Poilievre qui déplore que plusieurs ministres de l'ère de Justin Trudeau fassent encore partie du cabinet. Il cite en exemple Stephen Guilbeault, Chrystia Freeland, François-Philippe Champagne. Et même si la moitié des ministres nommés par Mark Carney sont des nouveaux visages, Mathieu, pour le chef conservateur, c'est pas suffisant. Monsieur François-Philippe Champagne, il était le ministre de l'Industrie lorsque le Canada avait la pire croissance économique parmi tous les pays du G7. Maintenant, il est en charge des finances. La liste continue avec Joly, Leblanc, Haïdou, Anand, les mêmes groupes de Justin Trudeau. 14 ministres Trudeau sont désormais dans le cabinet de Carney. Ça, c'est pas le changement que M. Carney a promis. Alors, cela dit, le chef conservateur s'est tout de même, Mathieu, montré plus conciliant hier. On a senti un changement de ton. Il a affirmé qu'il était prêt à collaborer, à travailler avec le gouvernement de Mark Carney s'il fait de bonnes choses, là, a-t-il dit. Il y a des premiers ministres provinciaux qui ont aussi réagi. Oui, il y a le premier ministre du Québec, François Legault, qui a réagi sur le réseau social X, qui a salué la volonté de Mark Carney de s'entourer d'une équipe centrée sur l'économie et la sécurité, dans laquelle François-Philippe Champagne et Mélanie Joly jouent des rôles clés afin de se préparer, dit le premier ministre du Québec, aux négociations avec l'administration Trump. Autre réaction, celle de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui, elle, Mathieu, a dénoncé la nomination de la nouvelle ministre de l'Environnement. Madame Smith, qui a écrit sur les réseaux sociaux, en fait sur le réseau social X, qu'elle était préoccupée par la nomination de Julie Dabrouzun, qui, selon elle, semble être opposée à l'industrie pétrolière et gazière. Et pour la première ministre, albertaine, ben, c'est pas du tout, c'est un pas là, dans la mauvaise direction. Alors, cela dit, tout ce beau monde vont se reparler au début du mois de juin parce qu'on le sait, le premier ministre Carney, donc, il a convoqué ses homologues à une rencontre. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, première réunion du Conseil des ministres, du nouveau Conseil des ministres de Mark Carney. Ça va se passer à Ottawa. Sinon, à Québec, dans le centre du Québec, dans la circonscription d'Arthabasca, donc à Saint-Ferdinand et à Victoriaville un peu plus tard, Paul Saint-Pierre Plamondon qui va officiellement présenter la candidature de l'ancien journaliste Alex Boissonneau qui se présente pour le PQ lors de cette élection partielle à venir. Alors que dans le Journal de Montréal de ce matin, on publie un nouveau sondage léger qui montre que le Parti québécois est en avance dans les intentions de vote, suivi du Parti libéral et troisièmement, la coalition Avenir Québec. Donc, ça risque de faire jaser, d'alimenter les discussions aujourd'hui. Bonne journée. Hey, ça, c'est amusant, exaltant, joyeux. Viens faire un saut et déballe une journée d'anniversaire à couper le souffle. Hey, saute, bien plus qu'un simple parc de trampoline.